Bonjour à tous, cette vidéo pour commencer le chapitre donc, sur les applications linéaires avec les matrices. Donc, on peut être plus exactement les matrices d'applications linéaires. Donc déjà, désolé que vous soyez obligé d'en faire une petite partie chez vous. Bon, comme à chaque fois, ne vous inquiétez pas, on fera quand même un bilan et on discutera de questions éventuelles. Aucun problème. Et puis vous verrez que bon, ça tombe pas trop mal puisque ce qu'on va aborder est assez. Il y a presque pas de preuves. Il y en a, je sais plus, deux peut-être. Mais bon, ça va. Et après, bon, les notions sont certes un petit peu nouvelles, mais on a quand même bien préparé le terrain. Donc ça devrait quand même bien se passer, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Voilà. Cependant, j'insiste bien, ce sont des choses très importantes. Bon, on en parlera de toute manière de tout ça dans toute la suite du chapitre. Donc, bon, de toute manière, ça va pas passer aux oubliettes après, donc m'inquiète pas trop. Mais quand même, je préfère le dire tout de suite, c'est assez central là pour le coup ce qu'on est en train de faire. Du coup, justement, en fait, on va se rendre compte, on va y venir assez vite en fait dans le chapitre, du fait qu'une application linéaire a une matrice associée et que cette matrice peut définir elle aussi tout à fait de façon unique, à condition d'avoir posé des bases bien sûr pour les ensembles, enfin, pour les espaces vectoriels dans lesquels on travaille, l'application linéaire. Voilà, une application linéaire. Donc endomorphisme aussi, isomorphisme, etc. Enfin tout ça, on va retrouver tout ça par le biais des matrices, je dirais même le prisme des matrices, avec ce que ça peut comporter comme avantage, puisqu'on avait vu dans les matrices que finalement c'est assez calculatoire et donc du moment où on arrive à écrire les choses avec des matrices, il y a des chances qu'on récupère des méthodes assez pratiques. Voilà, donc voilà, on va y aller. Je ferai peut-être pas, vous voyez, j'ai mis du rouge à côté de ce qui était censé être fait donc aujourd'hui. Je ferai peut-être pas tout dans la même vidéo, je sais pas, je vais voir un peu le temps que ça prend. Mais voilà, l'idée c'est d'arriver à traiter le grand 1. Donc, le cours commence sur un exercice d'introduction dans lequel on va retrouver des choses qu'on sait faire, mais l'idée étant, là en fait on vous introduit, vous le voyez, question 2, une matrice, donc l'idée étant de remarquer des choses sur le lien qu'il peut y avoir entre justement les matrices et les applications linéaires. Et après, justement, dans toute la partie 1 quasiment, on va s'ingénier à généraliser ça, à bien formaliser tout ce qu'on aura remarqué. C'est ça l'idée. Alors, donc, dans l'exercice d'introduction, vous avez l'habitude du contexte maintenant. Donc, on se place en R3. On vous prend la base canonique, pardon. Donc, elle n'est pas réécrite, mais E1, c'est donc 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0 et E3, 0, 0, 1. On prend une autre famille de vecteurs, x1, x2, x3, qui sont à l'écran là. Et donc, première question, on nous demande de montrer que cette famille-là, justement, forme une base vers 3 et de calculer, ou autrement dit de donner la formule, plutôt des coordonnées d'un vecteur quelconque, x, y, z, dans cette base. Bon, donc il y a deux questions en une en fait. La toute première, vous avez normalement assez l'habitude maintenant, on est dans R3, donc toutes les bases ont un cardinal 3. Là justement la famille x1, x2, x3 est de cardinal 3, donc ça part pas mal. Et on avait vu la caractérisation des bases en dimension finie, que si on a justement le bon nombre de vecteurs, il n'y a plus qu'à démontrer cette famille-là est soit génératrice, soit libre. Il n'y a pas besoin de montrer les deux pour obtenir une base. Alors, libre, c'est le plus simple en général. Donc bien sûr, vous pouvez faire ça, ça marchera très bien. Cependant, vu la deuxième partie de la question, on nous demande de calculer les coordonnées d'un vecteur quelconque x, y, z dans cette base. Pour ceux qui ont un petit peu de recul, qui se souviennent de justement comment on montre qu'une famille est génératrice, ça revient à faire ça. Donc ça revient à montrer que pour n'importe quel x, y, z, on trouve une combinaison linéaire de x1, x2, x3 qui soit égale à ce vecteur-là, justement, x, y, z. Donc ça revient exactement à trouver les coordonnées, alors pas quand on veut juste montrer qu'elle est génératrice, on n'a pas l'unicité, sauf que, bon, en même temps, souvent on avait remarqué qu'on l'avait aussi en même temps. Bref, là, ce sera plus rapide pour nous de montrer qu'elle est génératrice avec le bon cardinal, puisque ça va nous servir pour répondre à l'autre question. Voilà. Mais c'est vrai qu'en règle générale, j'aurais plutôt choisi de montrer qu'elle était libre, parce que c'est souvent des calculs un peu plus rapides. Alors, donc, on y va. Du coup, question 1, alors je vais le faire là. Donc ça, c'est l'exercice d'introduction. Il n'y a pas de nom de partie ni rien. Voilà. Et donc la question 1, on nous demande de montrer que c'est une base.
Donc justement, première chose, on va préciser que le cardinal de f c'est 3. Donc il suffit de montrer que f est génératrice. Donc comme je le disais, par exemple, si vous préférez libre, vous pouvez, mais vous aurez 2 fois le travail à faire. Donc il suffit de montrer que f est génératrice. Alors, pour montrer qu'elle est génératrice, justement, rappelez-vous, on faisait quoi? On essayait de prendre n'importe quelle génératrice de quoi d'ailleurs? Génératrice de R3, hein, puisqu'on cherche à montrer que c'est une base de R3. Je vais pas préciser, mais ça me semblait sous-entendu. Donc je prends un x, y, z dans R3, donc autrement dit un vecteur de R3, et je vais essayer de montrer qu'avec une combinaison des x1, x2, x3, donc de la famille f, là, je récupère bien x, y, z. Ce qui revient à chercher les coefficients qu'il faut affecter à ces vecteurs-là pour que la combinaison fonctionne. Autrement dit, ça revient à chercher les coordonnées. Alors, quand on parle de coordonnées, c'est qu'il y a une base, donc bon, disons que quand on aura trouvé les coefficients, on aura trouvé les coordonnées et donc le fait que c'est une base. Donc, x, y, z, déterminons s'il existe je vais les appeler alpha, bêta, gamma, appartenant à R3, ici aussi, tels que x, y, z, les écrire comme ça, s'écrivent donc alpha, x1 plus bêta x2 plus gamma x3. Or, justement, x1, x2, x3, rappelez-vous, on a les coordonnées dans la base canonique 1, 1, 1, moins 1, 1, 0. Donc 1, 1, 1, moins 1, 1, 0. Et, je sais pas le dernier, 1, moins 1, 0, 1. Voilà, ce qui nous amène donc à un système, puisqu'on peut réécrire ça de cette manière-là. Donc x égale alpha moins bêta moins gamma, y égale alpha plus bêta, et z égale alpha plus gamma. Voilà, bon, il y a toute une résolution du système qui s'ensuit. Je vous laisse le soin de le faire parce que vous l'aurez, hein, sinon si vous n'arrivez pas à faire le calcul, j'ai la version manuscrite que je vous enverrai. Mais c'est juste pour raccourcir un petit peu la vidéo parce que c'est un peu long d'écrire toute la résolution. En tout cas, à la fin, on s'aperçoit que oui, il y a bien une solution et une unique solution. Donc, à vrai dire, ça montre déjà que c'est une base, même sans parler de cardinal. Mais bon, on va éviter toute la rédaction. Et donc, on trouve que alpha égale 1 tiers de x plus y plus z. Bêta égale 1 tiers de moins x plus 2y moins z. Et gamma 1 tiers de moins x moins... Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai eu un doute sur les signes. Moins x moins y plus 2z. Voilà. Donc, effectivement, f est génératrice. Et f est donc une base, puisqu'elle a aussi le bon cardinal. Mais comme je disais, hein, en fait, comme alpha, bêta, gamma sont uniques, à vrai dire, on pourrait directement dire que c'est une base de R3. Et donc, par la même occasion, on a trouvé alpha, bêta, gamma, qui sont donc les coordonnées de x, y, z dans la base f. Puisque là, on vient de trouver, rappelez-vous, hein, c'est écrit là, on vient de trouver alpha, bêta, gamma, tel que x, y, z s'écrivent comme alpha x1 plus bêta x2 plus gamma x3. C'est bien la définition. Maintenant qu'en plus on sait que c'est une base, donc elles sont uniques, ces coefficients, c'est bien la définition des coordonnées. Donc de plus, c'est pour ça que je disais que c'était plus rapide de passer par le fait qu'elle était génératrice. Donc de plus, les coordonnées de x, y, z dans la base f sont alpha, bêta, gamma. Autrement dit, 1 tiers facteur de x plus y plus z, moins x plus 2y moins z, et moins x moins y plus 2z. Voilà, et on verra que ça va nous servir, ça va nous resservir tout ça.
Bon, donc on a fait ce qu'on nous a demandé. On est capable, en fait, là maintenant, je donne n'importe quel vecteur écrit dans la base canonique, j'en sais rien moi, 1, 2, 3 par exemple. Je suis capable de donner ces coordonnées dans l'autre base. Donc autrement dit, les coefficients que je dois affecter au vecteur de la famille pour retrouver ce vecteur-là d'origine 1, 2, 3. Bon, donc ça, très bien. Ensuite, donc deuxième question, là on passe sur les matrices. On nous pose une matrice qu'on appelle M. Je vous laisse faire le lien, hein. Remarquez quand même qu'il y a un lien avec x1, x2, x3. Alors bon, on y reviendra bien sûr. Pour l'instant, on ne nous demande pas de faire le lien. On nous demande de montrer que M est inversible et calculer son inverse. Alors là, on fait un petit saut en arrière. On l'a fait il y a quelques temps maintenant. Comment on trouve l'inverse d'une matrice? Alors on peut l'écrire sous la forme d'un système avec des x, y, z, etc. Ou bien on peut l'écrire avec la matrice identité à côté, vous vous souvenez? 0, moins 1, 0, 1. On avait démontré tout ça, hein, que justement que ça fonctionnait de marcher comme ça, de le faire marcher comme ça. Donc on passait par là et en appliquant des opérations élémentaires, il fallait se retrouver avec l'identité sur la matrice de gauche et la matrice de droite devient alors la matrice inverse de la matrice d'origine. Donc ici j'ai M et à la fin, ici j'aurai M-1. Donc vous vous rappelez, on appliquait des opérations élémentaires. Donc là par exemple, on aurait dit que dans L2, on met L2 moins L1. On fait le pivot de Gauss, hein. L'idée c'est de faire apparaître des zéros ici. Et dans L3, on met L3 moins L1 aussi. Et donc on récupère, la première ligne n'a pas changé. Donc 0, 2, 1, 0, 1, 2. Moins 1, 1, 0, c'est moins 1, 0, 1. Bon, etc. Donc là aussi, je ne vais pas tout refaire, sachant qu'en plus, normalement, vous savez déjà le faire. Normalement, j'espère. Donc je vous passe les étapes que vous aurez bien sûr dans la version manuscrite. Et donc on arrive à la fin alors on arrive à, je vais vous donner le résultat. On arrive à ça. Donc là j'ai 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, moins 1 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers, 2 tiers. Voilà. Et donc, comme je disais, ça, c'est exactement M-1, donc la fameuse matrice inverse. Donc, non seulement ça démontre que la matrice est inversible, puisque justement, on arrive bien à inverser le phénomène de départ, c'est-à-dire à passer l'identité à gauche. Et en plus, de surcroît, on obtient exactement la matrice inverse. Donc, autrement dit, M-1, c'est 1 tiers facteur de 1, 1, 1, moins 1, 2, moins 1, moins 1, moins 1, 2. Donc là aussi, il y en a peut-être qui ont déjà vu le lien. Là, regardez ce qu'on avait obtenu pour alpha, bêta, gamma, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, moins 1 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers, etc. C'est peut-être pas complètement un hasard. Bon, on y reviendra d'ici peu, puisque ça va faire l'objet des questions suivantes. Donc, après, on nous demande de vérifier qu'il existe un unique endomorphisme F de R3, donc de R3 dans R3, tel que l'image des EI serait les XI. Bon, ça, rappelez-vous, on a un théorème dans le cours qui fait le travail pour nous, puisqu'on l'a déjà démontré. Donc, il y a juste à expliquer que les EI forment une base. À ce moment-là, on sait déjà qu'il existe un unique endomorphisme qui va... alors, ici, c'est un endomorphisme, d'ailleurs, mais dans le théorème est plus large que ça. Bon, ici, c'était bien un endomorphisme. Qui va envoyer les EI sur les XI. Et pas besoin que les XI forment une base. Alors là, en plus, ils forment une base. Alors ça va nous aider à aller un peu plus loin. Mais en tout cas, le théorème, déjà, du moment où les vecteurs de départ forment une base de l'espace vectoriel de départ, on est certain qu'il existe une unique application linéaire qui envoie ces EI sur n'importe quelle famille de XI, en fait, hein, qu'on aurait décidé. Donc là, on n'a pas grand-chose d'autre à dire. Je vais le faire là. Donc le 3. E1, E2, E3 est une base de R3. C'est même la base canonique. Donc, on sait qu'il existe un unique endomorphisme de R3 tel que les F de EI égale XI. Donc ça, c'est le théorème du cours, c'est dans le 12A qu'on a ça. On l'a déjà utilisé plein de fois, je pense que vous savez à quoi je fais allusion. Ok.
Donc ensuite, on nous demande de montrer que c'est un automorphisme. Là, on sait déjà que f est un endomorphisme. On va de R3 dans R3 et c'est linéaire. Nous, on veut un automorphisme, autrement dit, il faut juste avoir qu'il est bijectif en plus. Rappelez-vous, là aussi, la caractérisation des isomorphismes en dimension finie, on avait vu que justement, si on connaît les images d'une base, l'image des vecteurs de tous les vecteurs d'une base de E, et que justement ces images forment une famille dans F, donc dans l'espace d'arrivée, qui est elle aussi une base. Dans ce cas-là, on peut en déduire que que l'application linéaire en question, le morphisme, est bijectif. Voilà, donc ça aussi, je vous renvoie au cours du 12A. Je ne saurais pas vous dire exactement quelle section c'était, mais c'était la caractérisation par l'image d'une base. Voilà. Donc là, justement, qu'est-ce qui se passe? C'est les EI qui forment une base, renvoient sur les XI qui eux-mêmes forment une base. En plus, là, ce sont les mêmes espaces de départ et d'arrivée. Donc clairement, notre endomorphisme est même bijectif. Voilà, donc je vais écrire ça, mais là aussi, on invoque le cours, en fait. Hein. Donc comme X1, X2, X3 forment aussi une base de R3, autrement dit ici de l'espace d'arrivée, même si c'est aussi l'espace de départ, F est un endomorphisme bijectif, autrement dit un automorphisme. Autrement dit, un automorphisme. Ce qui signifie donc que f-1 existe. Voilà. Et en plus, existe donc. Et de plus, on sait que f-1 de xi donnera ei. C'est-à-dire qu'on a le phénomène contraire. Hein, quel que soit i entre 1 et 3. Ok. Et donc justement, maintenant on a répondu à une bonne partie de la question. Il ne reste plus qu'à déterminer ce f-1. Alors il y a plusieurs manières de le présenter, cette réponse, de la présenter. Cependant, toutes les manières, ou presque, arriveront au final au même calcul. Hein, donc je vais en présenter une. Alors, déjà une première chose, peut-être une manière de faire, en tout cas pour voir un peu plus où on va, c'est peut-être de déterminer f déjà, surtout que c'est assez simple ça. Donc rappelez-vous, pour déterminer ce fameux f unique qui existe là, on prend un U appartenant à R3. U s'écrit donc X, Y, Z, avec X, Y et Z dans R. Et on cherche l'image de U. Comment on peut l'écrire en fait? Et F de U, ce n'est rien d'autre que XE1. Parce que là, quand j'écris X, Y, Z comme ça, je suis bien dans la base canonique. Hein. D'ailleurs, il me semble que dans l'énoncé, la base canonique est appelée B. Donc je vais peut-être pas mettre C. Souvent on met C, mais là, dans le cours, en général, la base canonique est appelée B. Donc xe1 plus y2 plus ze3, on est bien en base canonique, donc on peut l'écrire comme ça, x, y, z. Et justement, rappelez-vous, on a déjà fait plein de fois ce raisonnement. Comme f est linéaire, je peux en déduire ça. Et f de 1, f de 3, on les a puisque ce sont x1, x2, x3. Donc, je récupère directement les résultats. Alors, attendez. Juste enlever ça. Mais... Bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi il veut absolument me laisser... Bon, tant pis. On fera ça. Donc, je disais... Voilà, on récupère donc les coordonnées des vecteurs x1, x2, x3. Donc là, c'était 1, moins 1, je sais plus. Moins 1, 1, 0. Et là, moins 1, 0, 1. Voilà, ce qui nous donne à l'arrivée, donc, x moins y moins z, x plus y et x plus z. Donc là, nous, on a notre application f. F, elle part donc de x, y, z et elle renvoie x moins y moins z, x plus y, x plus z. Et nous, on veut f moins 1, donc autrement dit,
attendez, hein, j'essaie juste de récupérer. Voilà. Donc, je disais, nous, on veut f-1, donc autrement dit, on veut celle qui part d'ici, grand X, grand Y, grand Z, admettons, et qui donnerait justement quoi? Voilà. On veut la correspondante dans l'autre sens. Donc, une manière de faire, et c'est essentiellement, je pense, comme ça qu'on l'a déjà vu, c'est de dire, eh bien, je cherche justement les petits x, petits y, petits z, tels que grand X soit égal à x moins y moins z, grand Y à x plus y, et grand Z à x plus z. Voilà. Autrement dit, je cherche un antécédent d'un vecteur quelconque de R3. Donc je cherche petit x, petit y, petit z. Et donc là, il faut résoudre le système. Et regardez bien ce qu'on a fait tout à l'heure. Attendez, j'essaie de remonter. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être plutôt à gauche. Ah, c'était là. Regardez le système qu'on a résolu ici. C'était exactement celui-là. Sauf que nous, bon, on n'avait pas les mêmes lettres. Hein. Le x, y, z, c'est notre grand x, grand y, grand z. Et les alpha, bêta, gamma, ce sont nos petits x, petits y, petits z. Mais on l'a déjà fait. Donc inutile de recommencer à résoudre le même système. On va récupérer donc le même résultat. Et donc on va avoir à la fin que petit x égale donc 1 tiers de grand X plus grand Y plus Z. Là, pareil. Donc, attendez, il était oui, 1 tiers que moins X plus 2Y moins Z. Et là, 1 tiers de moins X moins Y plus 2Z. Voilà, et donc on a déterminé un antécédent, et donc finalement on a déterminé l'application f-1. C'est-à-dire que donc f-1, alors maintenant si je mets avec, bon, vous pouvez mettre que des grands X, grands Y, grands Z si vous voulez, hein, mais normalement après quand on écrit une application de façon générale, on l'écrit avec petit x, petit y, petit z, donc je vais mettre que des petits. Du coup je récupère 1 tiers de x plus y plus z, moins x plus 2y moins z, et moins x moins y plus 2z. Voilà. Et rappelez-vous, on avait aussi remarqué que les coefficients qu'on obtient ici sont ceux qu'on a trouvés dans la matrice M-1. Donc tout ça a l'air de former un tout bien cohérent. Juste une autre manière de le présenter, ça aurait été, alors je l'écris plus rapidement, mais ça aurait été de dire, on cherche f-1 de u. U, je l'exprime donc dans la base canonique. Et en fait, on avait trouvé dans la question 1, alors c'est toujours, là d'ailleurs c'était la question 1 qui me permettait de répondre, et donc d'après la question 1, là aussi, donc c'est pour ça que je dis qu'en fait c'est toujours la même chose qu'il y a derrière, hein, on avait les formules qui permettaient, enfin on avait l'écriture de x, y, z dans la base x1, x2, x3. Et justement, comme par hasard, c'était 1 tiers de, alors c'était ça, 1 tiers de x plus y plus z x1, plus 1 tiers de moins x plus 2y moins z x2, etc. Voilà. Donc j'y suis, je termine. De z, x3. Voilà. Et donc après, en utilisant le fait qu'f-1 est linéaire, parce que ça on l'a déjà vu, hein, quand l'endomorphisme est bijectif, sa réciproque est aussi un endomorphisme, donc elle est aussi linéaire. Et donc du coup, par linéarité, on pouvait en déduire plus z, f-1 de x1, plus 1 tiers, enfin etc. Hein. Et en fait, f-1 de x1, c'est E1. Et donc, comme ça, on récupérait l'écriture dans la base canonique de f-1 de u. Bon, en fait, vous allez voir qu'il y a quand même une vigilance à avoir sur les bases. On ne peut pas écrire des vecteurs dans n'importe quelle base. Hein. Pour que ça ait du sens, quand il s'agit d'un endomorphisme, on essaiera en général d'avoir la même base au départ qu'à l'arrivée, puisqu'on a le même ensemble. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Alors, on peut en parler quand même, mais c'est difficile à utiliser. Donc, normalement, quand on parle de l'expression d'un endomorphisme, ou bien a fortiori, après, quand on parlera de la matrice d'un endomorphisme, on prendra la même base au départ et à l'arrivée pour que justement ça soit cohérent, que ça ait du sens en fait, tout ça. Voilà, donc on aurait pu aussi le présenter comme ça et on aurait trouvé de la même manière une expression, l'expression de f-1 de x, y, z. Bon, bref, donc
on a trouvé ce qu'on nous a demandé. Alors maintenant, on va commencer quand même à faire le lien avec les matrices, justement. Si je reviens donc à mon écriture de f-1 de x, y, z, tout à l'heure, je vous ai fait remarquer donc, justement que les coefficients de m-1 étaient les mêmes. Et justement, je pourrais en fait écrire ça d'une autre manière. Je pourrais dire que ben, finalement, c'est 1 tiers de 1, 1, 1. Non, pardon, excusez-moi, j'ai pas écrit dans le bon sens. 1, 1, 1, plutôt comme ça. Moins 1, 2, moins 1. Moins 1, moins 1, 2. Oui, c'est ça. Facteur de x, y, z. Puisque là, rappelez-vous, quand après je vais faire le produit, donc ligne-colonne, je vais bien récupérer l'expression de ce qui est au-dessus. Et ça, et bien justement, qu'est-ce que c'est? C'est pile poil m-1. Donc je pourrais aussi écrire f-1 de x, y, z comme m-1 fois x, y, z, tout écrit sous forme matricielle. Et ce qui est sous-entendu, là il y a plein de choses que je passe sous silence, hein, mais qui vont arriver, avec les bonnes bases. C'est-à-dire que j'ai x, y, z exprimé dans la base canonique et dans la matrice aussi, pour obtenir la matrice, je n'ai utilisé que des expressions dans la base canonique pour le vecteur de départ aussi. Voilà, bon. Donc ça, c'est une remarque. Maintenant, si je prends f, puisqu'on avait f aussi juste au-dessus, voilà, qui est là, il est ici, f. F, même principe, je pourrais l'écrire comme donc 1, moins 1, moins 1, 1, 1, 0 et 1, 0, 1 de x, y, z. Et comme par hasard, eh bien ça, c'est m, justement. Donc f de x, y, z, f de u, quoi, hein, je peux l'écrire m fois u, et f-1 de u, je peux l'écrire m-1 fois u. Donc il commence à y avoir quand même quelque chose d'intéressant à exploiter. Reste à voir comment on remplit la matrice, mais pour les plus observateurs, vous avez dû remarquer, ça aussi je vous l'ai dit, hein, on remarque comme par hasard que les colonnes correspondent exactement aux images de chaque vecteur de la base, donc des E1, E2, E3. Donc là c'est x1, x2, x3 les images, écrits en colonne. Donc bon, on commence à voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc je crois que j'ai répondu à la question 4. On nous demandait qu'est-ce qu'on remarque. Donc je vais quand même l'écrire, mais on a déjà répondu. Donc question 4, ici. Donc on remarque que f de x, y, z, pour tout x, y, z bien sûr de R3, égale m x, y, z, où m est la matrice formée des vecteurs colonnes, oui, vecteurs colonnes, f de EI dans la base justement canonique, donc E1, E2, E3. C'est-à-dire qu'on a les images de E1, E2, E3 exprimées dans la même base, donc dans E1, E2, E3. Et que f-1 de x, y, z égale m-1, alors évidemment, parce que m est inversible, etc., de x, y, z. Et en fait, on verra que justement, M, ça va s'appeler la matrice de l'endomorphisme F dans la base canonique, et M-1, ce sera la matrice de l'endomorphisme F-1 dans la base canonique. Donc ça n'est pas un hasard. Alors justement, commençons un petit peu la partie plus théorique où on va arriver petit à petit à reconstruire tout ce qu'on a observé là. Donc le 1-1A là, bon, c'est pas très difficile, ça, c'est assez, je dirais même assez intuitif ce qu'on nous dit là. Là, on nous dit que donc si on se place, on suppose qu'on a une base, on est en dimension finie, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est écrit au tout début du chapitre. Tous les sous-espaces vectoriels considérés seront en dimension finie ici. Il nous faut une base, etc. On travaille beaucoup avec les bases, les matrices, on ne peut pas se retrouver en dimension infinie, c'est pas possible, donc on sera en dimension finie. Donc justement, E est en dimension finie, on suppose dimension n, et donc on considère une base, E1, En. Pas forcément la base canonique, hein, mais une base. On prend un vecteur de E, et donc comme on a une base, ce vecteur peut s'écrire comme combinaison des vecteurs de cette base, très bien. Et on retrouve donc la notion de coordonnées de x dans la base avec, c'est à l'écran là, les lambda i qui seraient donc les coordonnées. Jusque là, ok. Donc, en gros, soit on écrit justement ça,
et donc on exprime les coordonnées, ou bien on va pouvoir raisonner en termes de matrice, et donc dire que la matrice de x dans la base B, donc ça c'est très important, hein, ce qui est écrit là, on précise bien dans quelle base on travaille, parce que vous avez bien compris, je pense maintenant, enfin j'espère, que si je change la base, je change les coordonnées, donc comme on va se servir des coordonnées dans la matrice, bah forcément ça change la matrice. Donc justement, soit je l'écris sous forme de matrice, et dans ce cas-là, eh bien, comme j'ai déjà précisé la base, j'ai plus qu'à écrire les coordonnées. Donc je vais me retrouver avec une matrice comme ça, lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n, qui représente parfaitement le vecteur. C'est pas égal au vecteur, bien que, on assimile en fait après, hein, vous verrez, mais en théorie en tout cas c'est sa matrice. Mais on a précisé la base, donc en fait il est sous-entendu quand j'écris lambda 1, lambda 2, lambda n, que c'est lambda 1 fois E1, lambda 2 fois E2, plus etc. jusqu'à lambda n fois En. Donc justement, si je l'écris ici dans le cours, donc ça ferait lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n. Et donc la première ligne va correspondre au coefficient selon E1, enfin la coordonnée, donc selon E2 ici, et là En. Donc très important, on commence à voir comment ça marche. C'est-à-dire que vraiment, quand vous avez la matrice d'un vecteur dans une base, en gros, vous pouvez lire comme ça, lambda 1 fois E1 plus lambda 2 fois E2, etc. Le vecteur est reconstituable. Et donc c'est très important parce que ça veut dire que la matrice nous suffit à connaître le vecteur, puisqu'on peut le reconstituer. Il suffit de connaître la matrice et la base dans laquelle on travaille. Donc on commence à avoir une écriture matricielle. Alors le petit exemple juste en dessous, et peut-être qu'on en fera un autre pour bien comprendre, mais bon, en fait, le concept, on l'a déjà vu, hein, c'est le concept de coordonnées. Donc exemple, alors quand je mets du cours, c'est pour dire que c'est celui qui est écrit dans le cours, et comme ça, si j'en rajoute un, on saura que c'est pas celui qui est écrit dans le cours. Donc dans le cours, on nous donne le vecteur, puisque là on considère bien ça comme un vecteur, hein, le vecteur polynôme, p qui serait x carré moins 1, et on prend, alors c'est vraiment un cas très simple, on prend la base canonique, donc 1, x, x2. Donc, comme p il s'écrit aussi moins 1 fois 1 plus 0 fois x plus 1 fois x2, on aperçoit dans cette écriture les coordonnées, et donc je peux en déduire que la matrice dans cette base-là, donc encore une fois, c'est la base canonique, en général on met plutôt C, mais bon, ici ça s'appelle B, donc je garde bien B, c'est donc moins 1, 0, 1. On a déjà utilisé cette notation, sauf que j'avais pas encore fait le lien avec les matrices, donc moi je vous mettais un petit B ici pour dire, bon voilà, enfin en gros ce sont les coordonnées dans la base B, on n'était pas hyper rigoureux sur la notation. Là on l'est davantage, puisque à partir du moment où j'écris bien matrice du vecteur P dans la base B, après pour le coup j'ai le droit d'écrire ça comme ça. Il n'y a pas d'équivoque. Voilà, donc ça c'est un exemple. Après si j'étends un petit peu l'exemple et que je vous demande dans la base, alors je vais l'appeler B2 du coup, je vais prendre ça, 4x-1 et 2. Donc le même polynôme P, le même vecteur P, quelle matrice il aurait dans cette base-là. Alors déjà, première remarque, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai sous-entendu que c'est une base. C'est bien une base puisqu'elle est à degré échelonné. Vous voyez, degré 0, degré 1, degré 2. Et en plus, on est dans R2 de x qui est de dimension 3, et j'ai 3 vecteurs dans la base. Donc elle est bien libre parce que à degré échelonné, et en plus avec le bon cardinal, donc c'est bien une base. Je ne l'ai pas demandé, mais voilà, ça marche bien. Ce qui veut dire que je peux trouver une décomposition de x carré moins 1 sur cette base. Alors soit on la trouve de tête, c'est pas très dur à trouver, soit c'est pas grave, on pose les choses. Donc on cherche ses coordonnées en fait, hein, donc on cherche ABC tel que, donc ABC réel bien sûr, tel que x au carré moins 1 égale a fois x carré moins 4x plus b fois 4x moins 1 plus 2c. Voilà, et ça, par identification, ça nous donne donc a égale 0, non 1, pardon, a égale 1, que moins 4a plus 4b égale 0 pour le coup, et que moins b plus 2c
égale moins 1. Voilà, bon, c'est pas un système très difficile. On connaît A, donc on sait que 4B égale 4, et donc B égale 1 aussi. Et comme B égale 1, ça nous fait moins 1 plus 2C égale moins 1, donc C égale 0. Voilà, donc autrement dit, x carré moins 4x plus 4x, oui c'est ça, sur x moins 1, oui, on aurait pu le voir tout de suite. Hein. Ça fait donc P égale 1 fois x au carré moins 4x plus 1 fois 4x moins 1 plus 0 fois 2. Autrement dit, là, mes coordonnées, elles sont là. Et donc, je peux écrire, je peux dire que la matrice de P dans B2, cette fois, c'est 1, 1, 0. Voilà, bon, c'est un autre exemple. Bon, des exemples, il y en a plein. Je peux peut-être prendre un exemple. Bon, évidemment, on peut se placer tout simplement dans R3, comme on l'a fait tout à l'heure, hein, dans l'exemple d'introduction. Mais pour changer un petit peu, je vais me placer un petit peu dans les matrices. Donc, je vais considérer la base. Alors là aussi, je ne vous fais pas démontrer que c'est une base, mais on pourrait le faire. J'ai quatre vecteurs. L'espace vectoriel est de dimension 4. Donc ça part bien, et ensuite il suffirait de démontrer qu'elle est libre, et c'est le cas. Donc une base de... Donc j'ai pas prise canonique, j'ai fait exprès, mais on peut en parler après. De M2 de R, enfin M2 de R si vous voulez, j'en mets qu'un, ça suffit, M2 de R. Donc les matrices carrées de 2. Et moi j'aimerais connaître donc la matrice dans la base B de moins 1, moins 1 et 8, on va prendre. Voilà, donc ça, admettons que je l'appelle M. Les vecteurs de base, on va les appeler M1, M2, M3, M4. Voilà. Donc nous, on veut connaître ça. Donc autrement dit, on a dit que la matrice d'un vecteur dans une base, en gros, c'est sa matrice de coordonnées. Donc je cherche les coordonnées de cette matrice-là dans la base donnée. Bon, je vous laisse chercher, vous pouvez faire comme tout à l'heure, poser un A, un B, un C, un D et chercher avec un système. En fait, vous allez trouver que M égale M1 moins M2 plus 4 M4. Autrement dit, il y a 0 fois M3. Je vérifie quand même ce que je vous dis. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, et c'est là où ça devient intéressant, vraiment, si vous comprenez cet exemple, je pense que c'est que vous avez vraiment compris de quoi on parle. C'est que là, maintenant, je vais en fait associer la matrice dans une base d'un truc qui est déjà une matrice, en fait. Sauf que le truc en question, comme je dis, on le voit comme un vecteur de l'espace vectoriel. Donc cette matrice M, elle s'écrit elle-même comme... Enfin, sa matrice à elle, pardon, ce serait 1, moins 1, 0 et 4. Puisque je suis censée écrire dans sa matrice de coordonnées ses coordonnées. Et là, j'ai bien moins 1, moins 1, 0 puisqu'il n'y a pas d'M3 et 4. Et là, je sais que je suis dans la base M1, M2, M3, M4. Donc je peux reconstituer, si je le souhaite, ma matrice M. Il suffit que je recalcule la combinaison et je vais retrouver M. Voilà, donc c'est intéressant parce que bon, là, l'objet, le vecteur est déjà une matrice. Et c'est vrai qu'on le voit aussi en exo de colle, quand on donne ce genre d'exercice, ou même, même à l'écrit, il y a vite confusion si vous n'êtes pas bien clair avec les concepts qu'il y a derrière. Voilà, donc c'est intéressant. Et alors, tant qu'on y est, si on l'a demandé dans la base canonique, et dans la base canonique, quelle serait la matrice de cette matrice, de ce vecteur? Eh bien là, dans ce cas, si je prends la base canonique, M égale, alors rappelez-vous la base canonique pour les matrices M2 de R, là, c'est donc E11, E12, E21 et E22. C'est-à-dire, donc E11 c'est 1, 0, 0, 0, E12 c'est 0, 1, 0, 0, etc. C'est la plus basique, quoi. Et donc M, il s'écrit moins 1 fois E11, moins 1 fois E12, pardon, plus 1 fois E21, plus 8 fois E22. Donc si j'écris dans cette matrice, dans cette base, pardon, que j'ai appelé C, là, la base canonique, là pour le coup, ce sera
moins 1 et 8. Voilà, parce que là, je suis dans la base E11, E12, E21, E22. Donc vraiment, j'attire vraiment votre attention tout de suite là-dessus parce que c'est très important. Il est très important de savoir dans quelle base on travaille pour arriver à donner la matrice d'un vecteur et ensuite ce sera pareil pour la matrice d'une famille de vecteurs, la matrice d'une application linéaire. Vous voyez bien que selon la base, je n'ai pas du tout la même matrice. Alors justement, on en arrive au 1,1b maintenant, où on va voir un petit peu ce que ça donne quand on généralise, c'est-à-dire qu'on prend une famille finie de vecteurs. Bon, on l'imagine assez bien en fait, c'est-à-dire que pour un vecteur, je vais avoir une colonne. Si j'ai une famille de vecteurs, je vais avoir une colonne pour chaque vecteur. Donc je vais me retrouver avec des matrices à plusieurs colonnes. Mais sinon, c'est la même idée. Donc, justement, la définition, rien de fou là. Je relis voir s'il y a quelque chose de spécial à vous dire, mais non, j'ai déjà tout dit. Donc voilà, on considère cette fois-ci, au lieu de considérer juste x, on a x1, xp. Pour chacun des x, donc là on a mis xj, on est capable d'avoir une écriture sur la base des EI. Et donc, chaque xj a ses propres coordonnées, et donc on va mettre en colonne, justement, ces coordonnées. Donc on va récupérer, si on écrit les choses clairement, donc là, pour la première colonne, on va récupérer, je vais l'écrire ça, donc les coordonnées de x1, enfin, autrement dit la matrice en fait, la matrice de x1 dans la base B. Autrement dit, ce sont donc les lambda I1. C'est ça. Donc ici, je vais avoir lambda. Alors, attendez, je ne vais pas l'écrire en rouge, ça. Ici, je vais avoir lambda 1,1, lambda 2,1, etc. jusqu'à lambda N1. Rappelez-vous, à chaque fois, là, il ne faut pas oublier que ça correspond à l'écriture dans la base. Donc lambda 1,1, E1, plus lambda 2,1, E2, etc. jusqu'à lambda N1, En. Donc il y en a bien N, puisque j'ai N vecteurs dans ma base. Donc j'ai bien N lignes. Ensuite, donc pareil à côté, sauf que cette fois-ci, ce sera pour le deuxième vecteur. Donc lambda 1, 2, lambda 2, 2, etc. lambda N2. Et donc on aura à la fin lambda, parce que alors attention, on n'a que P vecteurs, on n'a pas forcément autant de vecteurs que la dimension de E. Donc là, on avait considéré P vecteurs, donc ici, je suis à la Pième colonne, il y a autant de colonnes que de vecteurs. Donc là, même principe, ça c'est la matrice de XP, donc le dernier, dans la base B, que je peux aussi écrire lambda IP. Voilà, avec I bien sûr qui varie de 1 à N. Je ne vais pas écrire à chaque fois, mais... Voilà. Et donc, pareil, la dernière, lambda NP. Donc, intéressant parce que autant là, donc on avait une matrice, du coup, N1, on avait une seule colonne et N lignes. Et là, on aura une matrice NP. Puisqu'on a N lignes et P colonnes. Bon, sinon, il n'y a rien de plus. Je pense pas que j'ai besoin de détailler davantage. Maintenant, voyons les exemples. De toute façon, je pense que ce sera assez parlant. Donc, on revient justement à l'exemple des polynômes. Et je pense que je reviendrai aussi à l'exemple des matrices pour être bien clair. Donc, alors ça, c'était l'exemple du cours du 1,1a. Et là, maintenant, je vais faire l'exemple du cours du 1,1b. Voilà. Que j'appelle 1 parce qu'il y aura justement un deuxième. Alors, donc là, on nous dit qu'on voudrait déterminer la matrice, voilà, c'est ça, d'une famille de polynômes. Donc, on a x carré moins 1 et 3x. Alors, x carré moins 1, on a déjà vu sa matrice. Donc, la matrice de x carré moins 1 dans la base P, dans la base B, pardon, c'était moins 1, 0, 1. On l'a encore au-dessus, là, à l'écran. Et ensuite, 3x, lui, ma foi, je peux l'écrire direct,
n'y a pas besoin de tourner très longtemps. Il y a 0 fois 1, il y a 3 fois x, et il y a 0 fois x carré. Voilà, donc 0, 3, 0. Et donc, si je veux la matrice de la famille, dans B, pardon, en fait, il y a des blancs parce que je cherche juste, oui, c'est ça, elle l'avait appelé B et pas C, c'est pour ça que, ok. Donc, x carré moins 1 et 3x, donc si je veux la matrice de la famille. Oui, alors des fois je mets M parce que c'est toléré aussi comme écriture, mais bon, la vraie notation c'est maths. Donc matrice dans la base B, on a donc nos deux colonnes. Et attention à bien les écrire dans l'ordre, c'est très important parce que ça se lit bien dans le même ordre que ce que vous avez annoncé. C'est-à-dire que la première colonne correspond au premier vecteur, la deuxième colonne au deuxième vecteur. Voilà, donc là on retrouve bien la matrice du premier, la matrice du deuxième, dans la base B à chaque fois, hein, toujours dans la bonne base. Donc justement, si je prends la base B2, puisque tout à l'heure on avait travaillé aussi dans la deuxième base, on l'a au-dessus là. Donc si on se place dans B2, juste pour montrer que justement on n'obtient pas du tout les mêmes matrices hein, selon la base dans laquelle on se place, on avait déjà vu que la matrice de P c'était 1, 1, 0. Et alors la matrice dans B2 de 3x, ouais, alors déjà il faudrait... Bon, pas grave, je vais le faire. Alors pareil, il faudrait déjà trouver les coordonnées de 3x en fait. Hein, donc même principe que tout à l'heure, on cherche A et B et C tels que 3x s'écrivent comme combinaison des vecteurs de base. Bon, je vous laisse faire le calcul, on va trouver B égale 3 quarts et C égale 3 huitièmes. Et A égale 0, pardon, j'ai oublié celui-là. Voilà. Donc ça veut dire que la matrice dans la base B2 de 3x, ce serait donc 0, 3 quarts et 3 huitièmes. Alors le 0 n'est pas étonnant puisque 3x n'est pas de degré 2 et le premier vecteur c'est le seul qui contient degré 2. Donc ça, bon, c'est cohérent. Et donc, du coup, si je cherche la matrice de la famille dans la base B2, j'obtiens donc 1, 1, 0 et 0, 3 quarts, 3 huitièmes. Donc on est d'accord que ça a beau être la même famille à chaque fois, on n'a pas du tout la même matrice. Parce qu'on n'est pas dans la même base. Voilà, donc très important, le choix de la base. Maintenant, si j'en reviens aux matrices, à l'exemple des matrices tout à l'heure, donc le deuxième exemple avec les matrices, qui est au-dessus, hein, là, voilà. Donc on avait déjà, alors je vais me placer juste dans la base B, on avait trouvé déjà que la matrice M c'était 1, moins 1, 0, 4. Et moi maintenant je vais vous en donner deux autres, donc N qui serait, alors j'ai pris simple, hein, j'ai fait exprès, N qui serait 0, 3, 0, 0, si je l'écris dans la base canonique. Et donc si je l'écris dans la base B, il s'agit donc de 3 fois M2, puisque M2 c'est le même avec un 1, et lui il s'agit de 4 M2 plus 1 demi de M4. Voilà, je vous remontre la base. Hein. Effectivement, si je veux avoir 0, 4, 0, 1, je suis obligée de prendre 4 fois... enfin, en tout cas, 4 fois, oui, c'est ça, 4 fois M2 plus 1 demi de M4 marche très bien. Comme c'est une base, on sait que l'écriture est unique de toute manière, donc si j'en ai une, c'est la bonne. Et donc, on en déduit les matrices dans la base B, donc là, ça ferait 0, 3, 0, 0. Ma notation n'est pas très académique, hein, mais c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Donc on a nos trois matrices et du coup on peut en déduire la matrice de la famille. Donc M, N, P dans la base B. Ce serait donc 1, moins 1, 0, 4, 0, 3, 0, 0, 0, 4, 0, 1 demi. Voilà. Donc encore une fois, si on nous donne que la matrice de la famille, on nous dit qu'on est dans telle base, on est capable de reconstituer la famille puisqu'on sait que la première ligne correspond aux composantes sur M1, l'autre M2, M3 et M4. Donc c'est vraiment une représentation différente mais qui va être tout aussi efficace. Après, si on l'avait fait dans la base canonique, bon, même principe, hein, chacune on écrit dans la base canonique et on écrit après la matrice de la famille. Bon, donc jusque-là, je ne pense pas qu'il y ait de grosses difficultés. Hein. Comme je disais, on avait bien posé les jalons pour tout ça.
Bon, je vous propose de couper la vidéo ici et je vous mettrai, donc je vous ferai la suite dans la prochaine vidéo, histoire de faire des vidéos quand même légèrement plus courtes. Et donc on se retrouve sur la prochaine pour le 1C et au-delà. Allez, à très vite et merci pour votre écoute.